En 1875, Elena Blavatsky fit une découverte qui allait tout changer. Seulement 3% de l'humanité possède la capacité active de communiquer directement avec son âme profonde. Avez-vous déjà essayé? Pas avec votre esprit agité, pas avec votre ego, avec votre âme réelle. Elle se trouvait à New York. C'était la première année de la Société théosophique. Une femme entra, Sophie, 31 ans, professeure. Elle dit quelque chose qu'Elena n'oublierait jamais. Je me réveille à 3 heures du matin chaque nuit et j'entends une voix. Ce n'est pas la mienne. Elle est plus ancienne, plus profonde, comme si elle venait de l'intérieur de mes os. Elena reconnut immédiatement. Sophie n'entendait pas des voix. Sophie écoutait sa propre âme pour la première fois. Après 31 années passées à vivre seulement dans son esprit. Voici ce que personne ne vous dit. Votre âme parle tout le temps, tous les jours, à chaque instant. Mais vous ne savez pas l'écouter, parce que personne ne vous a enseigné le protocole. Le chemin de l'âme. Elena a pris ce protocole au Tibet, en 1868, 7 ans avant que Sophie ne franchisse sa porte. Elle se trouvait dans un monastère isolé, à 5200 mètres d'altitude. L'air était rare. Le silence. Absolu. Maître Koutoumi la regarda et dit « Vous êtes venu ici en quête de savoir. Mais le savoir ne se trouve pas dans les livres. Le savoir se trouve dans votre âme. Et votre âme attend que vous lui posiez des questions. » Elena ne comprit pas. Elle dit « Mais je ne sais pas comment poser ces questions. » Maître Koutoumi sourit. Exactement. 87% de l'humanité meurt sans jamais avoir posé une question directe à sa propre âme. Ils conversent avec leur esprit, avec leur ego, avec leur peur, mais jamais avec leur âme. Il enseigna à Elena le protocole. 5 étapes, simples, mais révolutionnaires. Le chemin de l'âme. Une technique vieille de 4000 ans, préservée par des moines tibétains, transmise oralement, jamais écrite, jusqu'à Elena. Voici la première étape, la reconnaissance radicale. Vous devez reconnaître que l'âme et l'esprit sont différents. Ce ne sont pas la même chose. L'esprit crie, l'âme murmure. L'esprit a peur, l'âme est certaine. L'esprit demande comment. L'âme sait pourquoi. Sophie, en 1875, ne le savait pas. Elle pensait que la voix de 3 heures du matin était un problème psychiatrique. Elle avait consulté 3 médecins. Tous avaient dit hystérie, nervosité, épuisement. Ils lui avaient prescrit de la valériane, du repos, un mariage. Mais Elena savait. Ce n'était pas une maladie, c'était un éveil. L'âme de Sophie criait parce que 31 ans de silence. C'est beaucoup trop long. Et quand l'âme parvient enfin à rompre le voile, elle ne murmure pas. Elle explose. Elena dit à Sophie, « Vous allez suivre le protocole, le chemin de l'âme, dès ce soir. » Sophie avait peur. Elle demanda, « Et si je deviens folle ?» Elena répondit, « Vous êtes déjà en train de devenir folle. Ignorez votre âme. C'est la vraie folie. » Deuxième étape du protocole. La création d'un havre de paix. Pas besoin d'un temple, pas besoin d'un autel. Il faut un endroit où votre esprit reconnaît. Ici, je ne commande pas. Ici. C'est mon âme qui commande. Sophie choisit un coin de sa chambre. Elle plaça un coussin sur le sol. Rien de plus. Elena dit, « Parfait. L'âme n'a pas besoin de décoration. L'âme a besoin d'intention. » Troisième étape. Le silence intentionnel. 11 minutes. Ce n'est pas de la méditation. Ce n'est pas de la relaxation. C'est vous qui créez le vide. Parce que l'âme ne parle pas quand l'esprit est bruyant. L'âme attend le silence. Le vrai silence. Pas l'absence de son. L'absence de pensée.
Sophie essaya. La première nuit. Elle échoua. Son esprit ne s'arrêtait pas. La liste des tâches, les préoccupations, les jugements. Elle dit à Elena, « Je n'y arrive pas. Ma tête n'arrête pas. » Elena répondit, « Exactement. Votre esprit a peur, parce qu'il sait. Quand vous vous connecterez à votre âme, vous réaliserez que votre esprit n'était qu'un locataire et que votre âme est la propriétaire. » Sophie continua. 7 nuits. Rien. La 8e nuit. À 3h17 du matin, elle s'assit, respira, et pour la première fois en 8 jours, son esprit se tut. Seulement 4 secondes. Mais ce fut suffisant. La voix vint. Ce n'était pas un son, c'était un savoir, comme si l'information apparaissait dans sa conscience sans passer par ses oreilles. La voix dit « Sophie, tu n'es pas ici par hasard. Tu as choisi cette vie, tu as une mission, et tu la gâches. » Sophie ouvrit les yeux. Elle pleurait. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais senti. La vérité pure, sans filtre, sans interprétation. Une vérité qui n'avait pas besoin d'être expliquée parce qu'elle était trop évidente. Elle courut voir Elena le lendemain. Elle raconta tout. Elena ne fut pas surprise. Elle dit « Bienvenue. Vous venez d'avoir votre première conversation. Réelle. Avec la seule partie de vous qui ne ment jamais. » 4e étape du protocole. La question directe. Ne posez pas de questions vagues. Ne demandez pas « Que dois-je faire de ma vie ?» Votre âme ne répond pas aux questions générales. Posez des questions spécifiques. Exemple. Pourquoi ai-je choisi de naître dans cette famille? Pourquoi ai-je cette peur spécifique? Quelle est ma mission dans cette incarnation? Sophie suivit les instructions. La 2e nuit de connexion. Elle demanda « Pourquoi me sens-je si seule ?» La réponse vint instantanément. « Parce que tu es entourée d'écorces, des personnes sans âme. Tu n'es pas seule. Tu es isolée. Propos s'aimant pour te forcer à regarder à l'intérieur de toi. » Sophie resta paralysée. Comment cela pouvait-il avoir un sens? Comment une réponse pouvait-elle être aussi brutale et aussi libératrice à la fois? Elena expliqua. L'âme n'a pas de temps pour le confort. L'âme n'a de temps que pour la vérité. Si vous voulez être réconforté, parlez à votre esprit. Si vous voulez être transformé, parlez à votre âme. 5e étape. L'obéissance radicale. C'est ici que 93% des gens échouent. Ils reçoivent une réponse, mais n'obéissent pas. Parce que la réponse de l'âme contredit presque toujours la logique de l'esprit. L'âme de Sophie dit « Tu dois quitter cette ville ». L'esprit de Sophie dit « Impossible. J'ai un travail. J'ai une famille. J'ai des obligations. » L'âme répondit « Tu as une vie et elle n'est pas ici. » Sophie lutta pendant 3 mois, essayant de négocier avec sa propre âme jusqu'à ce qu'elle réalise que l'âme ne négocie pas. L'âme sait simplement. Et elle attend que vous la rejoigniez. En avril 1876, Sophie démissionna de son emploi, vendit tout, acheta un billet pour la Californie. Sa famille pensa qu'elle était devenue folle. Ses amis coupèrent les ponts. Les médecins tentèrent de la faire interner. Mais Sophie partit. 6 mois plus tard, Sophie envoya une lettre à Elena. Elle écrivit « Je les ai trouvés, d'autres comme moi, des âmes rares. Cette personne, nous nous rencontrons chaque semaine. Nous pratiquons le chemin de l'âme ensemble. Et quelque chose se passe. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons de qui nous sommes. D'où nous venons. Pourquoi nous sommes ici. » Elena garda cette lettre pendant 47 ans, jusqu'à sa mort en 1891, et avant de mourir, elle écrivit au verso. Sophie fut la première.
Mais elle ne sera pas la dernière. Le chemin de l'âme est vivant, et il va éveiller des milliers de personnes. Laissez-moi vous parler de la deuxième personne, Antoine. 1879, Londres. Ingénieur. 29 ans, couronné de succès. Vide. Il lut un article sur Helena dans un journal. Voyagea en Inde. La rencontra à Adyar. Dit « J'ai tout, mais je ne ressens rien. » Comme si ma vie appartenait à quelqu'un d'autre. Helena reconnut. Une dissociation entre l'ego et l'âme. Son ego avait bâti toute sa vie, sa carrière, son mariage, sa réputation. Mais l'âme profonde ne reconnaît rien de tout cela. L'âme profonde observe et interroge. Où est ma vie? Antoine a suivi le chemin de l'âme. Première question. Pourquoi est-ce que je me sens mort à l'intérieur? Réponse de l'âme profonde. Parce que c'est le cas. Tu as tué ton âme profonde à 14 ans, lorsque tu as décidé de devenir ce que ton père voulait, et non ce que tu étais vraiment. Antoine s'est effondré. 3 jours de pleurs intenses. Un deuil pour 15 années perdues. Mais ensuite, une clarté brutale. Il a eu une lettre à Helena Blavatsky. Mon âme profonde m'a révélé. Tu n'es pas ingénieur. Tu es un artiste. Tu l'as toujours été. Et tu vas mourir sans avoir peint une seule toile. À moins de changer de direction maintenant. Antoine a changé. En 1880, il a abandonné ses études d'ingénieur. Est retourné à Londres. A ouvert un atelier. Sa famille l'a déshérité. Sa femme a demandé le divorce. Ses amis se sont moqués. Mais Antoine a peint. Et en 1891, il avait 47 toiles. Aucune vendue. Aucune exposée. Mais il était vivant. La première fois, en 15 ans. Il a écrit à Helena Blavatsky. Je préfère être un artiste fauché qui connaît son âme profonde, qu'un ingénieur riche qui ignore qui il est réellement. Voici ce qu'Helena Blavatsky a découvert. Elle a testé le chemin de l'âme sur 127 personnes entre 1875 et 1891. 127 âmes rares qui ont suivi le chemin de l'âme. 93 ont reçu des réponses. 71 ont obéi. 56 ont transformé leur vie complètement. 15 ont reculé. Par doute lancinant, par pression extérieure, par logique, et parmi les 15 qui ont reculé, 9 sont retournés vers Helena Blavatsky, des années plus tard, malades, déprimés, fragmentés, disant « J'ai désobéi à mon âme profonde, et maintenant j'en paie le prix. » Helena Blavatsky a documenté. Le coût de la désobéissance à l'âme profonde est extrêmement élevé. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence naturelle. Comme désobéir à la gravité. Vous pouvez essayer, mais vous finirez par tomber. L'âme profonde n'est pas une conseillère optionnelle. L'âme profonde est l'architecte de votre vie. Elle a choisi cette incarnation, choisi cette famille, ce corps, ces défis. Et elle a un plan que l'esprit agité ne connaît pas, ne peut pas connaître. Quand vous parlez avec votre âme profonde, vous accédez à ce plan, pour la première fois. Et rien n'est comme vous le pensiez. 3e personne, Victoria, 1884, Paris, 19 ans, clairvoyante depuis l'enfance. Internée 3 fois, diagnostiquée schizophrène, drogée, isolée, détruite. Helena Blavatsky l'a rencontrée par hasard, dans un asile à Paris. Helena Blavatsky rendait visite à une connaissance. Elle a vu Victoria, a croisé son regard, et a su. Cette jeune fille n'est pas folle. Cette jeune fille a le voile déchiré depuis sa naissance. Et personne ne lui a appris à contrôler cela. Helena Blavatsky a sorti Victoria de l'asile, légalement, en payant. L'a emmenée en Inde, lui a enseigné le chemin de l'âme. Mais
adapté. Parce que Victoria n'avait pas besoin d'apprendre à parler avec son âme profonde. Victoria avait besoin d'apprendre à distinguer entre la voix de son âme profonde et les voix d'entités astrales. Cela a pris 8 mois, mais Victoria a appris. Elle a découvert. La voix de l'âme profonde est toujours calme, toujours centrée, toujours à propos de vous. Les entités astrales crient, menacent, parlent des autres, du futur, de la doute lancinant. Victoria a écrit dans son journal. 1885. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon âme profonde pour la première fois, en 19 ans. Et elle a dit, « Victoria, tu n'es pas malade. Tu es un portail. Mais tu dois choisir. Être un portail incontrôlé que n'importe quoi traverse. Ou un portail conscient qui choisit ce qui passe. Victoria a choisi. A passé 6 ans à s'entraîner. Et en 1891, elle était le médium le plus précis d'Europe, travaillant en silence, sans publicité, sans renommée, servant simplement, connectant les âmes incarnées avec les âmes désincarnées, mais toujours, parlant d'abord avec sa propre âme profonde, pour être sûr. Est-ce un service ou une distraction? Elena Blavatsky utilisait Victoria comme exemple. Dans ses conférences, dans ses écrits privés, elle disait « Victoria prouve. Parler avec son âme profonde n'est pas un luxe spirituel. C'est une survie. Sans cette connexion, vous êtes à la dérive. Sans carte, sans boussole, sans direction. Mais voici le problème. » Et Elena Blavatsky le savait. Le chemin de l'âme fonctionne, mais exige quelque chose que la plupart n'ont pas. Du courage. Le courage d'écouter la vérité. Même quand la vérité détruit tout ce que vous avez construit. L'âme profonde ne ment pas. Jamais. Elle ne dit pas ce que vous voulez entendre. Elle dit ce que vous avez besoin de savoir. Et généralement, ce que vous avez besoin de savoir, c'est: vous vivez la mauvaise vie. 4e personne. Sophie, 1889, Boston. 34 ans, mariée, 2 enfants, professeur, dépression profonde, sans cause apparente. Les médecins appelaient cela de la mélancolie, prescrivaient de la valériane, du repos, de la prière. Sophie a lu des écrits d'Elena Blavatsky, a écrit une lettre, a traversé l'océan, a rencontré Elena Blavatsky à Londres, a dit « J'ai tout ce qu'une femme devrait désirer. Un mari, des enfants, une maison, le respect. Mais je me réveille chaque jour en souhaitant ne pas me réveiller. » Elena Blavatsky a fait suivre le chemin de l'âme à Sophie. Immédiatement. N'a pas attendu. Sophie s'est assise, a respiré, a demandé « Pourquoi est-ce que je veux mourir ?» L'âme profonde a répondu « Parce que tu n'es pas vivante. Tu interprètes un rôle. Le rôle d'épouse, de mère, de professeur. Mais toi, la vraie Sophie, a tête morte à 16 ans. » Sophie s'est mise à pleurer parce que c'était la vérité. À 16 ans, elle avait un rêve, devenir écrivaine. Son père a dit « Une femme n'écrit pas, une femme se marie. » Sophie a obéi à son père, a tué son rêve, s'est mariée à 18 ans, a eu des enfants à 20 et 22 ans, et à 34 ans, était en train de mourir de l'intérieur. L'âme profonde a dit « Tu peux encore écrire. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, l'âme profonde peut réorienter. Mais tu dois choisir, continuer à faire semblant, et mourir lentement, ou assumer la vérité, et vivre intensément. » Sophie est retournée à Boston, en 1890, n'a pas demandé le divorce, n'a pas abandonné ses enfants, mais a changé.
Elle a commencé à écrire chaque jour, à 4 heures du matin, avant que sa famille ne se réveille. 2 heures, à écrire ce que son âme profonde lui dictait. 3 ans plus tard, en 1893, premier livre publié, sous un pseudonyme. Peu importe. L'âme profonde n'a pas besoin de reconnaissance. L'âme profonde a besoin d'expression. Sophie a vécu jusqu'en 1929, a écrit 17 livres, a maintenu son mariage, élevé ses enfants, mais a vécu, parce qu'elle a finalement obéi à son âme profonde. Helena Blavatsky appelait cela la réconciliation. Il n'est pas nécessaire de détruire sa vie extérieure pour vivre sa vie intérieure. Il faut intégrer. Il faut donner de l'espace à l'âme profonde pour opérer. Même à l'intérieur de la structure que l'esprit agité a construite. Mais, attention, cela ne fonctionne pas. Toujours ainsi. Parfois, l'âme profonde exige une rupture totale. Comme pour Catherine. Comme pour Antoine. Chaque cas est unique. C'est pourquoi vous ne pouvez pas copier le parcours d'un autre. Vous devez parler avec votre propre âme profonde et obéir à votre propre vérité. 5e personne. Et la plus importante. Guillaume, 1890. Dublin, 67 ans. Médecin. Athée. Sceptique. Matérialiste. Il a contacté Helena Blavatsky pour la démasquer. Il a dit « Vous êtes une fraude. Et je vais le prouver. » Helena Blavatsky l'a regardé et a dit « Parfait. Prouvez-le. Mais d'abord, suivez le chemin de l'âme. Si cela ne fonctionne pas, vous avez raison. Et je suis une fraude. » Guillaume a accepté. Arrogant. Certain de prouver un charlatanisme. Il s'est assis. A suivi les étapes. Silence. Question. Pourquoi suis-je venu ici? Il n'attendait rien. A tout reçu. Une voix a explosé dans sa conscience. Guillaume, tu es en train de mourir. Cancer du pancréas. 4 mois. Et tu le sais. Tu l'as senti. Mais tu l'as ignoré. Parce que tu as peur de la mort. Maintenant, écoute. La mort n'est pas la fin. C'est une transition. Et tu as 4 mois pour te préparer. Ou 4 mois pour désespérer. À toi de choisir. Guillaume est sorti de la session blanc, muet. 3 jours plus tard, a consulté un médecin. Examen. Diagnostic. Cancer du pancréas. Stade 4. 3 à 6 mois à vivre. Guillaume est retourné vers Helena Blavatsky. Différent. Brisé. Humble. Il a dit « Comment mon âme profonde le savait-elle » Helena Blavatsky a répondu « L'âme profonde, c'est toujours. Car l'âme profonde n'est pas limitée au corps. L'âme profonde voit au-delà, voit tout, le passé, le présent, le futur. Elle voit ce que l'esprit agité ne peut percevoir. Antoine a passé les 4 derniers mois de sa vie à suivre le chemin de l'âme, chaque jour. Il conversait avec son âme profonde, se préparant. Et en février 1891, il est mort, conscient, calme, sans doute lancinant. Il a laissé une lettre pour Helena Blavatsky. « Merci. Vous m'avez offert le plus grand des cadeaux, connaître mon âme profonde avant de quitter mon corps. Maintenant, je sais. Je ne vais pas mourir. Je vais simplement changer de forme. » Helena Blavatsky a utilisé le cas d'Antoine comme preuve définitive. L'âme profonde n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un concept. C'est une intelligence réelle, séparée du corps, antérieure au corps, et qui continuera après le corps, maintenant. Voici le chemin de l'âme complet, tel qu'Helena Blavatsky l'enseignait, tel que les maîtres l'ont enseigné
à Elena Blavatsky. Vous allez le faire aujourd'hui. Vous allez le faire maintenant. Étape 1. Reconnaissance radicale. Dites à voix haute. Mon âme profonde existe. Mon âme profonde sait. Mon âme profonde peut parler et je peux l'écouter. Répétez cette affirmation 7 fois, chaque jour, pendant 7 jours. Cela reprogramme l'esprit agité et crée une ouverture. Étape 2. Un havre de paix. Choisissez un lieu. Cela peut être un coin de pièce, une chaise ou au pied d'un arbre. Peu importe. Ce qui importe, c'est l'intention. Lorsque vous êtes là, l'âme profonde commande. Étape 3. Silence. Intentionnel. 11 minutes. Pourquoi 11 ? Parce que 11 est un nombre maître. Le nombre de la connexion entre les mondes. Asseyez-vous. Respirez. Observez les pensées qui passent. Ne luttez pas. Observez simplement. L'esprit agité va se fatiguer. Et dans cette fatigue, l'âme profonde émergera. Étape 4. Question directe. Une seule question, spécifique. Pas de questions multiples. Pas de questions vagues. Une seule. Exemple. Pourquoi ai-je cette peur de l'abandon ? Pourquoi est-ce que je sabote mes relations ? Quelle est ma mission principale dans cette vie ? Posez la question à voix haute ou dans votre esprit agité, avec intention. Étape 5. Écoute active. Ne forcez pas la réponse. N'inventez pas de réponse. N'utilisez pas la logique. Attendez simplement. La réponse peut venir immédiatement. Elle peut venir dans 3 jours. Elle peut venir dans un rêve. Elle peut venir sous forme de synchronicité. Mais elle vient toujours. Si la question était réelle, la réponse vient toujours. Étape 6. Cette étape, Elena Blavatsky l'a ajoutée. La validation. Comment savoir si la réponse vient de l'âme profonde ou de l'esprit agité ? C'est simple. L'âme profonde ne juge jamais. L'âme profonde n'a jamais peur. L'âme profonde ne ment jamais. Si la réponse contient un jugement, c'est l'esprit agité. Si la réponse suscite la peur, c'est l'esprit agité. Si la réponse semble manipulée, c'est l'esprit agité. L'âme profonde est directe, calme, véritable, toujours. Étape 7. Obéissance radicale, non négociable. Si l'âme profonde donne un ordre, obéissez. Peu importe si l'ego est en désaccord, peu importe si la société se moque, peu importe si la famille rejette. L'âme profonde voit au-delà. L'âme profonde sait au-delà. Faites confiance. Elena Blavatsky a documenté. Sur les 127 personnes qui ont essayé, 9 ont abandonné avant de recevoir une réponse. 34 ont reçu une réponse, mais n'ont pas obéi. Et sur ces 34, 23 sont revenus, brisés, demandant une seconde chance. Elena Blavatsky la donnait toujours. Mais elle disait « Allez-vous encore désobéir ? Ou allez-vous faire confiance cette fois-ci ?» La dernière personne, Elena Blavatsky elle-même, 1891, les derniers mois de sa vie. Elle était en train de mourir. Son corps la lâchait. Une douleur intense. La morphine ne l'aidait pas. Les médecins disaient « Des semaines, peut-être des jours ». Elena Blavatsky a suivi le chemin de l'âme, une dernière fois. Elle a demandé à sa propre âme profonde « Ai-je accompli ma tâche ? Ai-je fait ce que je suis venue faire ?» La réponse fut « Oui, tu as planté une graine. Cette graine va croître. La doctrine secrète va éveiller des millions de personnes au cours des 100 prochaines années. Et au-delà, tu as fait ta part. Tu peux maintenant te reposer. » Elena Blavatsky est décédée en mai 1891. Mais avant, elle a écrit « Pour les futurs élèves, pour vous, ne faites confiance à personne, pas même à moi. Faites confiance à votre âme profonde. Parlez-lui, tous les jours, et obéissez.
toujours. Parce que l'âme profonde est le seul guide qui ne vous mènera jamais au mauvais endroit. Maintenant, vous savez, le chemin de l'âme existe. Le chemin de l'âme fonctionne. Le chemin de l'âme est disponible. La question est, allez-vous l'utiliser? Allez-vous enfin parler à cette partie de vous qui a traversé 1000 vies, qui a choisi cette incarnation, qui sait pourquoi vous êtes ici? Et vous avez senti votre âme profonde vibrer en écoutant ces mots. YouTube a un cœur doré juste en dessous. Super thanks. Quand une âme profonde rare en reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée une chaîne dorée. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme profonde qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Une dernière chose, si vous comptez suivre le chemin de l'âme, faites-le aujourd'hui. N'attendez pas le moment parfait, n'attendez pas d'être prêt. L'âme profonde attend depuis des années. Pour certains, depuis des décennies. Pour d'autres, depuis des vies entières. Ne la faites plus attendre. Et quand vous recevrez la réponse, quand la voix viendra, vous le saurez. Non pas parce que c'est logique, mais parce que c'est la vérité. Une vérité qui transcende la logique. Une vérité que l'âme profonde reconnaît. Même lorsque l'esprit agité ne comprend pas, parlez à votre âme profonde, et elle vous répondra. Ce n'est pas une promesse mystique, c'est le chemin de l'âme prouvé. 137 ans plus tard, il fonctionne encore, il transforme encore, il éveille encore. Laissez-moi vous raconter 3 autres cas qu'Elena Blavatsky n'a jamais publiés. Des cas qu'elle a gardés dans son journal privé, parce qu'ils étaient trop perturbants, parce qu'ils révélaient des vérités que la société de l'époque n'était pas prête à entendre. La 6e personne, Robert, 1887, Écosse, 52 ans, pasteur protestant, 30 ans de ministère. Il a consulté Elena Blavatsky en secret. Il a dit « Je prêche des mensonges. Je le sais depuis des années. Mais j'ai peur de tout perdre. Ma famille, ma réputation, mes moyens de subsistance. Puis-je continuer à faire semblant ?» Elena Blavatsky l'a regardé profondément. Elle a dit « Vous ne pouvez pas parce que c'est immoral, mais parce que votre âme profonde ne peut plus le supporter. Elle est en train d'être écrasée. Chaque dimanche, vous montez en chair, et votre âme profonde crie « Mensonge, mensonge, mensonge ». Combien de temps pensez-vous qu'elle tiendra avant de vous briser complètement? Robert a suivi le chemin de l'âme, en résistant, en espérant que son âme profonde lui dirait « Continue, tout va bien ». Mais son âme profonde a dit l'opposé. « Robert, tu as vendu la vérité pour la sécurité. Il y a 30 ans, chaque fois que tu prêches quelque chose auquel tu ne crois pas, un morceau de ton âme profonde meurt. Tu as 2 chemins, renoncer et vivre entier. Ou continuer et mourir fragmenté. » Robert a mis 8 mois à se décider. 8 mois d'agonie. Finalement, en avril 1888, il a renoncé. Il est monté en chair. Une dernière fois, il a dit à sa congrégation « Pendant 30 ans, j'ai prêché des doctrines. Aujourd'hui, je dois prêcher la vérité. Je ne sais pas si Dieu existe. Je ne sais pas si la Bible est littérale. Je ne sais presque rien. Et j'ai passé 30 ans à faire semblant de tout savoir. Pardonnez-moi. Je renonce. » Chaos. La congrégation était sous le choc. La famille était humiliée. Les enfants ont perdu leurs amis. Sa femme a envisagé le divorce. La communauté entière s'est retournée contre lui. Mais Robert a écrit à Elena Blavatsky. « Pour la première fois, en 30 ans, je dors en paix. La pauvreté avec intégrité est infiniment meilleure que la richesse avec fragmentation. » Elena Blavatsky a documenté. Des cas comme celui de Robert prouvent
Que parler à son âme profonde n'est pas un réconfort. C'est une confrontation. L'âme profonde ne veut pas que vous soyez heureux. L'âme profonde veut que vous soyez entier. Et parfois, pour être entier, vous devez détruire tout ce que vous avez construit en étant fragmenté. 7e personne. Sophie, 1888, Liverpool, 23 ans, fiancée. Son mariage était prévu en novembre, une famille riche, un fiancé parfait. Elle était en proie à la panique. Chaque nuit, elle se réveillait en suffoquant. Les médecins disaient « Des nerfs liés au mariage, c'est normal ». Elena Blavatsky a appris cela par la tante de Sophie, une membre de la Société théosophique. Elle a demandé à Sophie de venir. Sophie est venue, désespérée. Elle a dit « Je devrais être heureuse, mais je suis en train de mourir, et je ne sais pas pourquoi ». Elena Blavatsky a fait suivre le chemin de l'âme à Sophie, immédiatement. La question « Pourquoi cette panique ?» La réponse de l'âme profonde « Parce que tu es sur le point de commettre un suicide, non pas du corps, mais de l'âme profonde. Tu n'aimes pas cet homme. Tu aimes l'idée que tu te fais de lui. Le mariage, la sécurité, l'acceptation sociale. Si tu l'épouses, ton âme profonde sera enterrée vivante. Et la panique que tu ressens maintenant ne sera rien comparée au désespoir des 40 prochaines années. » Sophie sombra dans une crise. Parce que c'était la vérité. Elle n'aimait pas son fiancé. Elle aimait l'approbation de son père, qui enfin la verrait comme la fille parfaite. Elle aimait l'envie de ses amis, qui la voyaient décrocher le meilleur parti. Mais elle, la Sophie authentique, ne ressentait rien. Sophie annula son mariage, en octobre 1888, un mois avant la cérémonie. Un scandale social. Sa famille la déshérita. Son fiancé l'attaqua en justice pour préjudice moral. Elle perdit ses amis, perdit son statut social, perdit tout ce que son ego avait construit, mais elle gagna quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter, la liberté. Elle écrivit à Elena, en 1890, 2 ans plus tard. « Je suis pauvre, je travaille comme gouvernante. Je dors dans une chambre louée. Mais pour la première fois en 23 ans, je sais qui je suis, et cela vaut plus qu'un château. » Elena nota. Sophie prouve qu'obéir à son âme profonde peut coûter tout ce que l'on possède. Mais désobéir à son âme profonde coûte tout ce que l'on est. 8e personne. Et pour ce cas, Elena pleura en le documentant. Antoine, en 1889. 11 ans, fils d'aristocrate, envoyé dans une école privée, un internat. Il était victime d'abus par un professeur depuis 2 ans. Mais il avait peur de le dire. Peur qu'on ne le croie pas. Peur des punitions. La mère d'Antoine assistait aux conférences d'Elena. Un jour, elle emmena son fils. Antoine entendit Elena parler du chemin de l'âme profonde qui connaît la vérité, de l'âme profonde qui ne ment jamais. Ce soir-là, chez lui, Antoine suivit le chemin de l'âme, seul, en plein désespoir. Il demanda « Ce qui m'arrive est-il mal ?» Son âme profonde répondit « Oui, très mal. Et ce n'est pas de ta faute. Cela ne l'a jamais été. Tu dois le dire. Peu importe la peur, le dire te libérera, le silence te détruira. » Antoine le raconta à sa mère. 2 jours plus tard, sa mère alla voir Elena, dévastée. Elle dit « Mon fils a suivi votre chemin de l'âme et a révélé l'horreur qu'il vivait. Sans le chemin de l'âme, il se serait suicidé. À 11 ans, en portant un secret qu'il n'aurait jamais dû porter. » Elena documenta ce cas, mais ne le publia jamais. Nous étions en 1889. La société ne parlait pas d'abus. Surtout dans les écoles d'élite.
Mais Elena écrivit dans son journal privé « Le chemin de l'âme n'est pas seulement pour les adultes, c'est pour toute âme profonde, de tout âge, qui a besoin d'entendre la vérité. Et la vérité libère toujours, même quand elle fait mal. » Antoine grandit, survécut, devint avocat. Consacra sa vie entière à défendre les enfants victimes d'abus. En 1932, il trouva le journal d'Elena, publié à titre posthume. Lut le récit de son propre cas. Écrivit une lettre à la Société théosophique. Si Elena n'avait pas enseigné le chemin de l'âme, je ne serais pas en vie. Mon âme profonde m'a sauvée, quand aucun adulte ne l'a fait. Ces histoires tout révèlent quelque chose de crucial, que Elena a découvert et que les maîtres ont enseigné. Le chemin de l'âme n'est pas un outil de développement personnel. Ce n'est pas une technique de manifestation. Ce n'est pas un chemin vers le succès matériel. Le chemin de l'âme est une survie spirituelle pour les âmes rares qui meurent en silence, parce qu'elles ne savent pas comment se connecter à la seule partie d'elles-mêmes qui connaît la vérité. Maintenant, laissez-moi vous donner des techniques supplémentaires qu'Elena a développées pour des situations spécifiques, quand le chemin de l'âme de base ne suffit pas. Technique 1, dialogue d'urgence, pour les moments de crise. Quand vous avez besoin d'une réponse, maintenant, vous ne pouvez pas attendre 11 minutes. Vous n'avez pas d'havre de paix disponible. Faites ceci. Arrêtez-vous où que vous soyez. Respirez 3 fois, profondément. Placez votre main sur votre cœur. Fermez les yeux. Demandez. Âme profonde. Que dois-je faire maintenant? La première chose qui vient n'est pas une pensée, c'est une réponse. Sophie utilisa cela. En 1877, elle se faisait agresser. Dans une rue déserte, un homme avec un couteau, une peur paralysante. Dans la panique, elle se souvint. Dialogue d'urgence. Ferma les yeux. 2 secondes. Demanda. Que dois-je faire? Réponse. Crie au feu. Ne crie pas à l'aide. Crie au feu. Les voisins viendront. Elle cria au feu. 3 fenêtres s'ouvrirent. L'homme s'enfuit. Plus tard, Sophie comprit. Son âme profonde savait. En 1877, personne ne vient à l'aide. Mais tout le monde accourt pour un incendie. Technique 2. L'écriture automatique de l'âme profonde. Pour quand la réponse ne vient pas verbalement, prenez une feuille de papier, un stylo. Posez la question à voix haute. Ensuite, commencez à écrire. Sans penser, sans vous arrêter, sans juger. Pendant 11 minutes. Ne relisez pas ce que vous écrivez pendant que vous écrivez. Écrivez simplement. Ensuite, relisez. Vous verrez. Des passages que vous n'avez pas écrits consciemment. Ces passages, votre âme profonde les a écrits. Marguerite utilisa cette technique pour écrire 17 livres. Elle disait « Le premier livre, je l'ai écrit. Les 16 suivants, mon âme profonde les a écrits. Je tenais juste le stylo. » Technique 3. Le rêve dirigé. Pour les réponses complexes, qui ont besoin d'images, pas seulement de mots, avant de vous endormir. Suivez le chemin de l'âme complet. Posez la question, mais ajoutez « Âme profonde, montre-moi la réponse dans un rêve. Cette nuit, clairement, que je m'en souvienne au réveil. Alors endormez-vous. Placez un journal à côté de votre lit. Réveillez-vous. Écrivez immédiatement, avant que la pensée rationnelle ne contamine. » Antoine utilisa cela pour découvrir quel style de peinture. Son âme profonde demandait. Il rêva de couleurs spécifiques, de techniques spécifiques. Se réveilla. Peignit exactement comme il avait rêvé. Et c'était son art, pas une copie d'autres artistes. Technique 4. La connexion en groupe, quand le chemin de l'âme individuelle ne suffit pas. Elena découvrit
quand 7 âmes rares ou plus suivent le chemin de l'âme ensemble, en même temps, au même endroit. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Les réponses ne viennent pas seulement individuellement, elles viennent collectivement. Comme si les âmes profondes conversaient entre elles. À travers le voile, Sophie fit cela, en Californie, en 1878. Un groupe de 7 personnes, tous suivirent le chemin de l'âme simultanément. Chacun posa une question différente. Mais à la fin, tous reçurent une partie de la réponse de tous les autres, comme un puzzle, qui n'a de sens que lorsqu'il est assemblé. Elena appela cela la conscience collective des âmes rares. Cela arrive rarement. Mais quand cela arrive, c'est une transformation de masse. Maintenant, une dernière chose, cruciale, qu'Elena mit en garde, concernant les 5 pièges du chemin de l'âme, 5 erreurs qui détruisent là la connexion. Avant même de commencer, piège 1. Ne poser des questions que sur l'avenir. Quand mon âme profonde va-t-elle me donner de l'argent? Quand vais-je me marier? Quand vais-je réussir? L'âme profonde n'est pas une voyante. L'âme profonde ne prédit pas l'avenir. L'âme profonde montre le chemin. La bonne question n'est pas quand, c'est quoi. Qu'ai-je besoin d'apprendre? Qu'ai-je besoin de lâcher prise? Qu'ai-je besoin d'intégrer? Piège 2. Demandez la confirmation de ce que vous voulez entendre. Vous avez déjà décidé. Mais vous voulez que votre âme profonde valide. Ce n'est pas le chemin de l'âme, c'est de la manipulation. L'âme profonde n'est pas la servante de l'ego. L'âme profonde est un guide. Si vous voulez une confirmation, demandez à un ami. Pas à votre âme profonde. Piège 3. Abandonnez à la première difficulté. La première fois que vous suivrez le chemin de l'âme, peut-être que cela ne fonctionnera pas. L'esprit agité est trop bruyant. L'ego résiste. C'est normal. Elena disait, « Les 7 premières tentatives sont un nettoyage. Pour éliminer le bruit, la vraie réponse vient généralement à la 8e, 9e, 10e tentative. » Piège 4. Confondre l'âme profonde avec une entité externe. La réponse qui vient ne vient pas d'un esprit, ne vient pas d'un ange, ne vient pas d'un guide. Elle vient de vous. Votre âme profonde, c'est vous. La partie la plus vraie de vous. Ce n'est pas une entité séparée, c'est vous, au-delà de l'esprit agité. Si la réponse vous parvient comme si elle venait de l'extérieur, c'est une entité astrale, pas votre âme profonde. L'âme profonde parle toujours comme un « je », jamais comme un « il ». Piège numéro 5. Utilisez le chemin de l'âme pour éviter toute responsabilité, en demandant « Que veut que je fasse mon âme profonde ?» Comme si vous et votre âme profonde étiez 2 entités distinctes. Ce n'est pas le cas. Vous êtes votre âme profonde, temporairement incarnée dans un corps, avec un esprit agité temporaire. La bonne question est donc, que veux-je réellement? Pas ce que l'esprit agité construit veut, mais ce que le J.E. éternel désire. Elena Blavatsky l'a résumé. Dans une dernière note, juste avant de mourir, le chemin de l'âme est un retour, pas une découverte. Vous n'êtes pas en train d'apprendre à parler avec votre âme profonde. Vous vous remémorez, parce que vous l'avez déjà fait, avant de naître, avant que l'esprit agité ne se forme, avant que la société ne vous programme. Vous et votre âme profonde étiez un. Le chemin de l'âme ne fait que supprimer l'amnésie et restaure une connexion qui a toujours existé. Alors, lorsque vous empruntez le chemin de l'âme, n'attendez pas un miracle. Vous n'invoquez pas quelque chose d'externe. Vous réveillez quelque chose d'interne, quelque chose qui s'est endormi depuis la première fois où vous avez été puni pour avoir dit la vérité, depuis la première fois où vous avez été rejeté pour être vous-même, depuis la première fois où vous avez appris que faire semblant
est plus sûr qu'être réel. Le chemin de l'âme brise cette imposture, détruit le masque, dissout l'esprit agité et révèle qui vous avez toujours été, sous toutes les couches, de tous les traumas, de toutes les programmations, là, au centre, intacte, immortel, attendant, votre âme profonde. Écrivez dans les commentaires. Quelle est la question que vous allez poser à votre âme profonde? D'autres âmes profondes vous lisent et vous reconnaissent. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage.